Alors, ils ont très vite enchaîné sur Isabelle. Donc, Isabelle va nous parler de la théorie des contraintes. Oui, parce que ça vous manquait un petit peu. Donc, je rappelle qu'on a commencé ce matin avec ça, qu'on a eu un petit jeu qui était aussi un petit peu là-dessus, qu'on a parlé un petit peu d'une fiche de lecture un petit peu là-dessus. Et là, voilà. Hein, là, on les matraque et ils veulent plus qu'on en parle pendant 2 ans, alors que c'est pas l'idée. Hein. Non. Non, tu dois te donner envie. Ah d'accord. Oui. Ah ben, tu me l'avais pas dit. Ça change tout. Non, effectivement, l'idée c'est de rebondir un petit peu sur ce qu'on a vu ce matin, cet après-midi, et puis au hasard d'ailleurs des présentations, il y a eu des choses qui m'ont beaucoup parlé, donc peut-être que j'aurai l'occasion de refaire des clins d'œil sur ce qui a été dit précédemment. Et puis mon objectif, outre vous dire merci, c'est de ne pas vous endormir complètement et puis de se revoir après, parce qu'il y a quelque chose de plus festif certainement qui devrait vous motiver. Donc patience, ça vient. Alors moi, l'idée, c'est de vous présenter des retours d'expérience et puis aussi peut-être de manière un petit peu différente la méthode de la chaîne critique. Donc c'est une méthode de pilotage de projet. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur ou à travers les expériences de vos clients ou de vos connaissances, il y a des projets qui se font et pas toujours forcément dans la bonne humeur ou au moins avec des résultats en termes de délai qui sont satisfaisants. Et la méthode de la chaîne critique, l'objectif, c'est justement de finir les projets à l'heure. Voire en avance, c'est possible. Pourquoi je me suis intéressée à cette méthode? Tout simplement, moi j'étais chef de projet, responsable aussi de portefeuille de projet. Salarié pendant 20 ans dans une société qui, comme à peu près 70% des sociétés qui développent des projets, avaient des projets en retard. On avait 3/4 de nos projets qui avaient plus de 50% de retard. Donc on n'était pas très fiers. Avec le recul, je m'aperçois qu'effectivement, c'est la moyenne. Donc pas fier, mais dans la gaussienne. Néanmoins, avec des possibilités de faire mieux. Et de ne pas considérer que c'est une fatalité, parce que moi j'ai rencontré des chefs de projet qui disaient, quand on leur demandait comment va votre projet, ils disaient ça va bien, nominal, je suis en retard, quoi. C'est normal. Effectivement, bon, l'idée c'est, il y a mieux que le retard, et on peut travailler sur cette pseudo-fatalité. Donc, en l'occurrence, moi j'ai fait une rencontre aux États-Unis sur une conférence de la méthode, et puis j'ai eu la chance de pouvoir la présenter à mon comité de direction qui m'a dit on la met en place. Donc c'était il y a une dizaine d'années, et en France on a été les premiers avec une autre entité sur Clermont-Ferrand à mettre en place cette méthode dans un portefeuille de projets industriels. Et puis comme ça a bien marché et que c'était pas connu en France, du coup moi j'ai créé mon activité, et l'objectif c'est de la faire connaître un peu plus largement qu'aujourd'hui en tout cas. Mais je suis content qu'il y ait eu cette présentation ce matin, parce que ça veut dire qu'il y a quand même des rebonds. Alors, en parlant de rebonds, vous avez fait donc ce jeu cet après-midi sur le multitâche. Et si on y revient un petit instant sur ce jeu, et qu'on se place justement dans une optique de projet, moi personnellement je l'ai refait, j'ai regardé mes temps. J'avoue d'ailleurs que dans la deuxième partie j'ai craqué, hein. C'est-à-dire que craqué dans le sens où quand il a fallu switcher d'une tâche à l'autre, c'est bon, là j'ai complètement décroché, et je ne sais même pas quel temps j'ai pu atteindre pour finir l'ensemble des tâches. D'accord, c'était extrêmement pénible de switcher d'une tâche à l'autre. Mais quand on se met dans l'optique d'un projet, la grosse différence qu'il y a entre se focaliser pour finir avant de passer à un autre sujet, vu du projet, c'est que quand on imagine que le projet, c'est comme une course de relais, d'accord, c'est-à-dire que pour arriver à la date de fin sur laquelle on s'est engagé vis-à-vis du client, il faut qu'on fasse notre tâche et qu'on passe le relais à un autre métier qui va lui-même faire sa tâche. Entre un mode focalisé, monotâche, et un mode mauvais multitâche, la date de passage de relais, elle est très très différente, y compris pour la dernière tâche. Ici, là, de mémoire, moi j'étais à peu près à 90 secondes pour avoir fait les 4 tâches que tu as proposées. Là, j'ai craqué au bout de 3 minutes. D'accord ? Ça veut dire que la différence ici de passage de relais entre monotâche et multitâche, c'est en gros, c'est
au mieux entre 90 secondes et 3 minutes. D'accord ? Et cette différence-là, vue du projet, si c'est le projet 3, par exemple, qui a la ressource qui travaille focalisée ou qui travaille en mauvais multitâche, bah, la différence 3 minutes 90 secondes, on peut dire c'est plus du double. C'est par exemple 2 semaines, on va traduire les minutes en semaines. C'est 2 semaines de perdu vu du projet. Il ne s'est rien passé. D'accord ? Et combien il y a de personnes, d'équipiers, d'acteurs, de ressources, projets qui travaillent en étant interrompus, demandés, le feu à droite, le feu à gauche, et des urgences, des imprévus, et qui effectivement sont défocalisés, et qui finalement ne peuvent passer le relais, parce que la tâche, la valeur quand elle est finie, qui ne peuvent passer le relais qu'à une date très très lointaine de celle qu'ils auraient pu atteindre en étant focalisés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ici tous les projets dans le mode mauvais multitâche sont pénalisés par ces interruptions. On peut imaginer que le chef du projet 3, là, il se dit, moi j'ai quand même intérêt à défocaliser la ressource pour qu'elle travaille quand même sur mon projet plus tôt. On commence plus tôt, mais on finit plus tard. Donc tous les chefs de projet sont perdants. Et alors ce qui est intéressant quand on analyse ce jeu, c'est que quand bien même on en est persuadé, je ne sais pas si le fait d'avoir joué le jeu, bon, je ne sais pas quel était votre état d'esprit avant, mais maintenant, je pense que vous êtes convaincu que le multitâche n'est pas gage de productivité. Quand bien même vous en êtes persuadé à titre personnel, l'organisation vous pousse bien souvent à travailler en mode ABCD, 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 ABCD. J'allais dire presque à l'insu de votre plein gré. Okay, et pourquoi ? Parce que, et on en a parlé à un moment, je ne sais plus, mais dans une intervention qui n'avait rien à voir, mais on en a parlé. Pourquoi ? Parce que les gens sont en général objectivés sur une performance individuelle. Et on va leur dire à chaque chef de projet, écoute, ton projet, il faut qu'il avance, il faut qu'il soit à l'heure. Donc chacun va se battre pour son propre projet. Donc chacun a intérêt ou pense avoir intérêt à dérouter les ressources pour faire avancer son projet, parce que son projet est le plus important. Mais l'intérêt individuel de chacun ne prévaut pas sur l'intérêt collectif. Alors ça, c'est un des grands fondamentaux de la théorie des contraintes dont est extrait la chaîne critique, c'est de dire la somme des optima locaux ne garantit pas l'optimum global. Donc si vous voulez optimiser un système, un portefeuille de projet, une chaîne de production, une organisation quelle qu'elle soit. Et si vous donnez un certain nombre d'indicateurs individuels ou locaux à vos managers ou à des équipes particulières, attention, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. D'accord ? Et comme dirait Goldratt, le père de la méthode aussi, faites d'autant plus attention que Enfin, lui, il disait une phrase qui m'interpelle beaucoup. Dites-moi comment vous me mesurez et je vous dirai comment je me comporte. Donc, si on met des indicateurs pas forcément très pertinents comme juge de paix de votre performance, il est possible qu'on pousse des comportements qui ne sont pas très pertinents non plus chez vous. OK ? Donc, bon, ça fait un petit peu réfléchir. Et l'intérêt aussi, donc, quand on met en place la méthode, c'est d'avoir une approche systémique pour dire ce qu'on veut optimiser, c'est le système et pas forcément toutes les composantes du système, parce que si on s'attache à optimiser toutes les composantes du système, on risque de ne pas globalement s'améliorer. Alors les projets, c'est beaucoup d'aléas. Sinon, on n'est pas en mode projet. Et beaucoup d'aléas, ça fait effectivement du retard qui est vécu ou pas comme une fatalité, en tout cas sur lesquels on peut agir. Et les observations qu'on fait dans les organisations, c'est que comme il y a des aléas, il y a des interruptions, il y a beaucoup d'injonctions, d'urgence, de priorité et un sentiment de stress et de pression qu'on pense parfois positif pour avancer plus vite, mais qui au final donne l'impression d'être débordé, d'être inefficace. Alors c'est une impression qui est très négative pour soi-même à vivre, puisqu'on a été interrompu, on a tout commencé, on n'a rien fini, et qui globalement pour l'entreprise aussi n'est pas positive.
Et ça crée de manière systémique donc beaucoup de multitâches. Alors vous pouvez le vivre à titre personnel, vous pouvez aussi le vivre dans vos organisations et vous demander effectivement comment ça se fait que vous êtes tellement interrompu et amené à être en multitâche et stressé. En tout cas, c'est un constat qu'on fait à peu près partout. Autre constat, au niveau des projets, notamment dans les projets dans les organisations qui ont des portefeuilles de projets, on a un portefeuille de projets, c'est-à-dire qu'on mène plusieurs projets en parallèle et on a des ressources qui sont limitées, ça c'est normal. Donc des ressources qui sont amenées à travailler sur ces projets différents en même temps. Donc on a besoin d'arbitrer. Pourquoi ? Parce que tous les chefs de projet sont encore une fois missionnés pour faire avancer leur projet, donc ils se partagent un peu les ressources disponibles, et de temps en temps, il faut un arbitrage. Donc arbitrer, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça nous fait parfois tomber dans le piège des réunionites, c'est-à-dire une assemblée de décideurs, de managers, appelez-les comme vous voulez, qui se mettent dans une salle, qui discutent le pour, le contre, qui, avec force bagarre, arrivent à une conclusion, qui sont super contents d'avoir réussi à conclure quand même, et qui sortent de la réunion, et là, crac, un aléa arrive sur le projet, puisque c'est le quotidien du projet, et on peut retourner dans la réunion parce que les hypothèses de départ ont changé et on rediscute de l'arbitrage à faire. Donc quelque chose qui fait beaucoup de chaleur et qui n'est pas très efficace vu du système. Autre constat, alors pour rebondir un petit peu justement sur cette problématique d'arbitrage, il y en a qui se disent, bon pas de souci, moi je vais éviter les réunions, j'ai un avis sur l'urgence, l'importance de la journée ou sur la manière d'affecter mes ressources à tel ou tel projet et je prends ma décision. Ma foi, c'est plus rapide que de mettre mes collègues dans la salle pour en discuter. Bon, là, on se heurte à la vision locale qui est nécessairement pas forcément très pertinente par rapport à la complexité des systèmes que représentent nos organisations, et donc au fait que localement on a peut-être optimisé, mais ça ne garantit pas, encore une fois, au niveau du système, la meilleure décision. Donc souvent une mauvaise allocation des ressources. Alors ça, c'est aussi ce que j'appelle parfois l'effet Pavarotti, c'est-à-dire cette capacité bon, ça peut être traduit par le lobbying et possibilité d'influence, mais parfois c'est vraiment... ouais, vous le connaissez, Pavarotti, enfin, vous le connaissiez parce qu'il a arrêté de chanter, mais voilà, il arrivait à parler haut et fort et à faire passer ses idées. Bon, après, on peut discuter de la pertinence de celui qui crie le plus fort. Et puis alors là, je crois que c'est un des derniers constats que je veux partager avec vous sur les organisations. Et là, malheureusement, c'est toujours le cas dans celles que j'ai rencontrées et que j'accompagne, c'est beaucoup trop de choses menées en parallèle et en même temps dans les organisations. Et un encours donc de projet ou de travail tellement important que même si on le voulait, on est obligé d'être en multitâche. C'est systémique, voilà. On s'est organisé pour mal travailler. Et c'est d'autant plus... c'est pas drôle, mais c'est d'autant plus vrai qu'à partir du moment où on a fait le constat que nos projets sont en retard, on se dit qu'effectivement, le meilleur moyen pour le nouveau projet de l'être un peu moins, c'est de commencer plus tôt. Donc on est en train de remettre sur la pile qui n'en finit pas, qui n'arrive pas à sortir un peu de cette machine à projet, on est en train de remettre un autre projet et donc de pousser encore la possibilité aux ressources de switcher sur l'un ou l'autre des sujets sur lesquels on leur demande de travailler. Donc ça, c'est des constats que je partage avec les organisations et dans lesquels beaucoup se retrouvent parce que c'est des fonctionnements assez classiques. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ces pièges, finalement ? Alors, avant de vous montrer plus en détail ce qu'on propose concrètement, je voudrais revenir sur l'estimation des temps, parce que dans les projets, justement, on en a un peu parlé ce matin, et puis à un autre moment de la journée aussi, on a parlé de
statistiques ou d'estimations et puis de probabilité. Voilà. Et quand on estime des durées de temps, notamment dans des projets où il y a des aléas, on n'a pas des temps vraiment figés. Et peut-être, contrairement à la production, ce matin on a parlé de takt time, dans les projets, parfois c'est beaucoup plus flou. Donc on a des temps qui peuvent varier et qui varient en fait suivant la probabilité d'achèvement qu'on va accorder à notre tâche. Si on veut avoir une chance sur 2 de finir la tâche, on va estimer un temps T. Si on veut accroître notre probabilité de finir la tâche, on va passer par exemple de 50 à 80%. Ce temps va devenir un temps double. Donc il faut doubler le temps estimé pour faire une tâche pour passer d'une probabilité de fin de tâche de 50 à 80%. Voilà ce que dit cette courbe, c'est une courbe statistique. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on construit des plannings et qu'on demande aux personnes d'évaluer le temps qu'il faudra pour faire le travail qui est demandé dans le cadre du projet, et qu'on leur demande de s'engager parce que cette fois-ci, le projet, on aimerait bien le finir à l'heure, ben, de manière tacite, ils vont donner une estimation à 80% parce qu'ils sont pros aussi. D'accord ? Donc, ils veulent intégrer les aléas, c'est complètement légitime, c'est humain. Et on va, dans nos estimations et dans nos plannings projets, inclure un temps qui correspond à 80%, parce que le 100% n'est jamais forcément possible, un temps qui correspond à une probabilité d'achèvement de 80%. Et moi, je vous propose d'appeler la différence entre 50 et 80% la marge de sécurité. Bon, jusque-là, il n'y a rien vraiment de choquant. Et c'est vrai qu'il est complètement normal de mettre de la marge de sécurité pour s'affranchir des aléas qui sont inévitables dans les projets. Le problème, c'est que cette marge de sécurité, en fait, quand on est dans la vraie vie des projets et dans nos comportements humains, cette marge de sécurité, on va la gaspiller. Pourquoi ? Bah, ça, c'est la bonne nouvelle. Enfin, une des bonnes nouvelles, en tout cas, moi, que je considère une bonne nouvelle, c'est que derrière les projets, la réussite ou la non-réussite des projets, ou disons le fait d'être en retard, c'est essentiellement de l'humain. Et donc, derrière la tâche, il y a un comportement humain, il y a des personnes qui vont réaliser la tâche et qui, de manière un peu caricaturale, vont appartenir à deux catégories. Ceux qui sont soumis à ce qu'on appelle le syndrome de l'étudiant. Alors ces catégories, bon, je pense que vous en faites certainement partie, c'est-à-dire qu'on a des comportements qui se rapprochent à ce qu'on appelle le syndrome de l'étudiant. Alors le syndrome de l'étudiant, en gros, il est urgent de ne pas se précipiter à commencer à travailler. On a le temps, on a négocié d'ailleurs pas mal de temps pour le faire. Et quand on y réfléchit bien, on en a sous le pied. Donc, surtout, on ne commence pas. Et puis, on a après l'urgence face à l'échéance, c'est-à-dire qu'à un moment, on voit l'échéance qu'on a négociée, qui avait de la marge, et là, on s'y met à travailler. Et c'est quand on s'y met, d'ailleurs, qu'on réalise que, ben, tiens, je n'avais pas tout à fait imaginé que la tâche était de cette ampleur ou qu'il y avait telle et telle composante. Donc là, l'étudiant réalise la complexité, et puis il a une chance sur 2. Soit il arrive à quand même boucler dans le temps qu'il avait négocié, soit il n'y arrive pas, s'il y a vraiment un aléa, et il va rendre sa copie en retard. D'accord ? Donc ça, c'est un comportement, peut-être vous vous reconnaissez là-dedans. Moi, je pense que je fonctionne beaucoup comme ça, parce que étudiant, on l'est à 20 ans, on l'est à 60. Hein, c'est pas tellement lié à l'âge. Alors, il y en a peut-être qui ne se retrouvent pas dans ce comportement, qui aiment bien commencer les choses dès qu'on leur donne. À ce moment-là, effectivement, donc c'est ce qu'on appelle. Alors, ils sont atteints d'un autre symptôme. Hein, ça va pas vous faire forcément plus envie. Hein. L'autre symptôme, ça s'appelle la loi de Parkinson. Non, ça vous plaît pas non plus. Bon, d'un autre côté, c'est pas celui qui tremble. C'était un économiste britannique et lui, il s'était aperçu que, en fait, à chaque fois qu'il donnait dans les colonies britanniques du temps où ils en avaient des tâches administratives à faire, il imposait un temps et naturellement,
le temps qu'il imposait était le temps qui était pris par les personnes dans les bureaux lointains pour faire la tâche. Alors, soit il pensait qu'il était un grand gourou, soit il a compris qu'en fait, c'était un petit peu la loi des gaz parfaits, c'est-à-dire quand je donne 3 semaines, ça prend 3 semaines, 2 semaines, ça prend 2 semaines, et puis 2 mois, ça prend 2 mois. D'accord ? Donc, la loi de Parkinson, c'est on commence, et puis là, il y a 2 cas, soit on a un aléa, soit on n'en a pas. Si on n'a pas d'aléa, ben, ma foi, la marge de sécurité, ici, la différence entre temps et prime, ne nous est pas nécessaire pour nous protéger de cet aléa. Néanmoins, ce relais qu'on devait passer, on avait prévu de le passer au temps de T. Donc le relayeur suivant, évidemment, il fait autre chose. Bon, bah, nous, on n'a pas eu d'aléa, on a le bâton de témoin, puis ben, bon, bah voilà, on rendra quand, conformément à notre engagement. D'ailleurs, quand j'y réfléchis bien, j'ai peut-être pas intérêt à dire que ce que j'avais prévu de faire en 2 semaines, je l'ai fini au bout d'1 semaine. Parce que là, je risque de ne pas être très crédible sur mon estimation, alors que mon estimation, c'est peut-être que j'ai eu de la chance, hein, et que cette chance, elle n'arrive pas tout le temps. Donc, le risque, c'est aussi qu'à chaque fois que j'annonce une estimation, on me dise bah, tu fais toujours 2 fois moins que ce que tu prédis, donc cette fois-ci, je revois ton estimation à la baisse. Voilà, donc... loi de Parkinson, soit on n'a pas d'aléa et on finit là, mais on ne rend pas sa copie, ou on peaufine et on relie, soit on a un aléa, ça tombe bien, la marge est utilisée pour nous couvrir de cet aléa. Et la conclusion de ça, en gros, c'est que cette marge qu'on a mise au niveau de chacune de nos tâches, elle est au mieux utilisée pour couvrir d'un aléa, si on est plutôt dans des comportements style loi de Parkinson, sinon elle est gaspillée. Et ce qui explique notamment, c'est un directeur de R&D là, qui m'avait dit, moi j'ai mis 2 indicateurs en place dans ma R&D. Premier indicateur, pourcentage de tâches à l'heure. Bon, voilà. Et je suis assez content des résultats de cet indicateur. 90% des tâches, des projets par rapport aux estimations sont à l'heure. Et puis j'ai mis un autre indicateur en place, c'est pourcentage de projets à l'heure. Et là, il était beaucoup moins content parce qu'il avait moins de 50% des projets qui étaient à l'heure. Okay ? Quand on regarde et quand on a compris ce système d'estimation et de comportement, on comprend pourquoi finalement il suffit de très peu de tâches en retard pour que les projets le soient. Donc il y a une sorte d'effet domino qui fait que dans le système de planification, comme ça, quand on met les marges au niveau de chacune des tâches, finalement on ne cumule que les retards. Et on n'arrive pas à profiter de nos avances au même titre qu'on est pénalisé par nos retards. Et ça, c'est vraiment au niveau de la manière dont on va, d'une part, estimer les délais et d'autre part, enchaîner les tâches comme ça quand on va piloter le projet. Donc l'idée en chaîne critique, c'est de revoir cette méthode-là pour non pas essayer de finir toutes les tâches à l'heure, mais finir un objectif commun, donc plus au niveau du système, qui est de finir le projet à l'heure. Et donc de remettre un indicateur plus global que local sur la tâche. Alors si je passe rapidement sur la méthode de la chaîne critique, on en a parlé un peu ce matin, mais déjà au niveau du portefeuille de projet, ce qu'on va dire, c'est on va réduire l'encours. Trop de projets en même temps, c'est un pouce au crime pour le multitâche, donc il faut arrêter. Après, on va voir qu'effectivement, on va mutualiser les marges et les mettre pour protéger non plus chacune des tâches, mais pour protéger le projet. Et on a donc ce fameux diagramme qu'on vous a montré ce matin qui nous permet de suivre l'avancement du projet et aussi du portefeuille de projet. Si je rentre un peu plus en détail, mais quand même très vite sur les règles, la première règle, enfin moi j'aime bien les présenter comme ça, alors la première règle, elle répond, si vous voulez la garder en tête, à la question très simple: comment faire passer un troupeau d'éléphants dans un couloir? Alors, quand je dis que la question est simple, c'est aussi la réponse qui doit l'être, hein, parce que, enfin, le but c'est que vous reteniez aussi la réponse, mais je pense que vous l'avez, la réponse. D'accord? Le mieux, effectivement, c'est les uns après les autres, en file indienne. Et les projets, c'est pareil. Si vous voulez avoir une chance de voir vos éléphants sortir du couloir, et les éléphants, ce sont les projets, séquencez leur passage, parce que si vous les mettez tous dans le couloir, effectivement, vous êtes tranquille, au bout, vous n'allez pas en voir sortir beaucoup.
les projets, c'est exactement le même principe, d'accord? Vous avez quelque chose dans l'organisation qui va limiter le passage de vos projets, de vos éléphants. C'est ce qu'on a appelé les goulots. C'était par exemple dans le cas de la production des réservoirs, le soudage. Vous ne ferez pas plus de réservoirs que la capacité de cette équipe-là. Et dans les projets, c'est pareil. Il y a des équipes qui ne pourront pas faire passer plus de projets sur une année que cette capacité-là. Donc, ce n'est pas la peine de les commencer plus tôt. Vous ne faites que créer un bouchon. C'est aussi le principe des bouchons sur les autoroutes. Hein. Comment est-ce qu'on régule des problèmes de bouchons? On arrête. Et ça existe hein, sur certaines rocades. Il y a des feux tricolores sur les bretelles d'accès. Parce qu'on a compris qu'effectivement, pour résorber le bouchon, il faut arrêter de remettre des voitures sur l'autoroute qui n'est plus fluide. Donc l'idée, c'est retrouver de la fluidité pour que les projets aient une chance de traverser vite le couloir. Et traverser vite le couloir, ça veut dire faire plus vite chacun des projets. Et donc pouvoir en faire sur, par exemple, une année, plus, sans augmenter le nombre de personnes. Hein. C'est dire, avec les mêmes ressources, on peut faire passer plus d'éléphants juste par la manière de gérer notre système. La deuxième règle, donc, ça c'est une règle a priori au niveau du portefeuille de projet, hein, qui s'adresse évidemment à une strate importante, enfin à une direction, parce que c'est pas le chef de projet qui va décider du passage de son éléphant. C'est vraiment au niveau du portefeuille qu'on peut prendre ce genre de décision. Après, au niveau du projet, donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de mutualiser ces marges qui sont complètement implicites. Hein. En général, on ne le dit pas, c'est caché. On ne se rend pas compte qu'il y a une telle différence entre j'ai une chance sur deux d'y arriver en 2 semaines et puis j'ai plutôt 80% de chance d'y arriver en 4 semaines. Mais ces marges cachées, assurées, enfin là d'ailleurs c'est même plus assuré. Encore une fois, on les retire des tâches et on les met au niveau du projet. Donc pour la bonne et simple raison que l'intérêt collectif, c'est de finir le projet à l'heure et non pas que chacun finisse sa tâche à l'heure. Okay ? Et donc si on arrive effectivement à créer des planifications, des estimations de projets qui de toute façon sont fausses, hein. Faut pas non plus trop se formaliser. On donne des estimations qui sont fausses. Donc, il faut rester humble. Mais la somme d'estimations fausses nous permet globalement d'avoir des temps de cycle projet qui sont cohérents et surtout nous permet de piloter ça. C'est un petit peu le principe du GPS. Et le GPS, on va le retrouver sur cet indicateur de la chaîne critique, c'est-à-dire cette capacité à juger de l'avancement sur la chaîne principale de notre projet comparée à l'utilisation de notre réserve en temps qu'on a mis donc dans ce buffer global. Si on avance évidemment plus vite qu'on ne consomme ce buffer, on est dans une zone confortable, j'allais dire, qui nous permet d'être serein sur le fait de finir le projet à l'heure, voire en avance. Si à un moment donné, on atteint une zone un peu orange-jaune, c'est qu'il y a un glissement vers une zone rouge où là, on consomme plus de temps, relativement. 60% du buffer consommé et seulement 40-45% d'avancement de la chaîne principale. Ça veut dire que finir à l'objectif de temps, là, c'est un peu en péril. C'est maintenant qu'il faut réagir. D'accord ? L'alerte, elle est donnée très en amont du mur sur lequel on risque de s'écraser. D'accord ? Alors, ça reste un indicateur, c'est-à-dire si ici ça clignote rouge, qu'on le regarde et qu'on ne fait rien, vous n'avez pas gagné grand-chose. D'accord ? Mais cette alerte au plus tôt, elle vous permet effectivement d'imaginer des plans d'action, de refonte un petit peu du reste à faire de votre projet pour avoir une chance de retrouver une pente et une date de fin conforme à votre engagement initial. Comme le GPS, encore une fois, qui vous dit, ici, là, on est parti pour arriver à destination et dans les temps.
à un moment, il y a des aléas, on va plus vite, ou on va moins vite, et il y a peut-être des travaux, il y a peut-être des routes qui ont disparu. On recalcule et on imagine de nouveaux scénarios pour quand même conserver cet engagement sur lequel, par contre, collectivement, on était OK. Donc ça, c'est une manière de piloter le projet. Et puis une manière de piloter le portefeuille, c'est de voir tous les projets dans ce même graphe et de se dire, tiens, nous, comité de direction, on a, en l'occurrence, on a une dizaine de projets ici à suivre. Plutôt que de mettre nos 10 Pavarotti dans la salle et qui nous expliquent pourquoi ils ont besoin de la ressource qui se chamaille, finalement, à votre avis, quels sont les Pavarotti qu'on va inviter à notre comité de direction ? Eh bien, ceux qui ont des choses à nous dire, et vraisemblablement, ceux qui ont des choses à nous dire, c'est P1, enfin les chefs de projet du projet P1, P2. P3, il a une bonne nouvelle, hein, c'est qu'il a fini, et il a fini à l'heure. Donc lui, on va faire ce qu'on va faire tout à l'heure, hein, je pense. Mais on va sûrement célébrer sa réussite. Par contre, la P1 et P2, ils vont nous expliquer comment ils peuvent imaginer qu'il est encore possible de finir à l'heure pour leur projet. Mais certainement qu'ils ont des questions ou des plans à nous proposer, et à nous, comité de direction, éventuellement, de voir dans quelle mesure on peut aider à ces actions correctrices. Donc l'idée, en chaîne critique, c'est vraiment de focaliser l'attention là où c'est important, et ce n'est pas important partout. Hein. On essaie d'améliorer le goulot, l'équipe critique, l'exécution de la chaîne la plus longue. On n'essaye pas, quand un projet, par exemple, est en difficulté, toutes les tâches du projet ne sont pas urgentes. Il y a une tâche dans le projet qui est sur ce chemin critique qui est importante. Les autres ne le sont pas plus qu'avant. D'accord ? Mais quand on n'a pas cette vision claire et focalisée, on a du mal à faire la part des choses. Notamment aussi, quand on n'a pas ce graphe-là, on a du mal à traduire objectivement le ressenti des chefs de projet. Moi, j'en connaissais qui peut-être étaient responsables, par exemple, du projet P9 et qui disaient, moi, le projet, là, il est en souffrance, ça va pas bien. Pourquoi ? Parce que c'était même pas malhonnête de sa part, mais c'était quelqu'un d'anxieux et qui, dès que ça allait pas trop, montait dans les tours. Et puis à l'inverse, il y en a qui vous racontent que tout va bien, jusqu'au moment où d'un seul coup, ça va très très mal, quoi. Hein. D'accord ? Donc arriver à mettre de l'objectivité dans la conduite et le pilotage du portefeuille, c'est aussi l'intérêt de la méthode et d'arriver à effectivement mesurer de manière plus pragmatique les avancements des projets. Alors concrètement, comment ça se traduit sur des portefeuilles de projets ? Là, je vous ai montré l'exemple de la société, donc celle dont je vous parlais au départ, dont j'étais responsable il y a une dizaine d'années, où on a mis cette méthode en place. Résultat, avant, donc, on avait des temps de cycle moyens sur les différents produits qu'on développait. Donc, c'était des produits, ce sont toujours d'ailleurs des produits dans la microélectronique, des circuits intégrés. Et en moyenne, on avait 38 mois en fait pour développer nos produits. Quand bien même, on les planifiait sur 26 mois. Donc, on prévoyait 26 mois de développement, et puis donc sur 70% à peu près des projets, on était en retard, et on finissait plutôt à 38 mois. Après la chaîne critique, d'une part, on a planifié nos projets de manière plus agressive, parce qu'on a mutualisé nos marges, et donc on a planifié ce qu'on planifiait hier en 26 mois, on les a planifiés plutôt en 19 mois. Et le retard relatif, bon, tout n'est pas parfait, hein, il faut pas se mentir, mais le retard relatif est beaucoup moindre. Et là, ce qu'on planifiait en 19 mois, en moyenne, on l'a fait en 22-23 mois. Ce qui veut dire que le gain entre le 38 et le 23, c'est un gain de, je crois, une quarantaine de pourcents de réduction de temps de cycle. Ce qui est effectivement assez énorme.
En tout cas, moi, ça m'avait assez bluffé quand j'ai fait ces calculs. Alors, j'avais fait un état des lieux au bout de à peu près un an et demi. Là, vous avez l'autre indicateur, mais qui est redondant un petit peu, c'est le taux de retard moyen des projets et les retards et le taux de projets à l'heure. Mais tout ça se traduit effectivement sur une réduction de temps de cycle global des projets. Alors, le 40%, quand on le compare à ce qui est fait dans le monde grâce à cette méthode, parce qu'il y a beaucoup de cas d'utilisation de la méthode aux États-Unis en particulier, très peu en France, hein, une fois encore, mais quand on fait une moyenne un petit peu des résultats, eh ben, le 40%, c'est en moyenne effectivement ce qui est à peu près ce qui est atteint au niveau donc des temps de cycle projet dans tous les cas référencés qui ont mis en place cette méthode. Avec évidemment des extrêmes pires et meilleurs cas, mais des extrêmes qui font un peu halluciner au niveau notamment des meilleurs cas. Et après, tout dépend de la maturité aussi des organisations et de leur niveau de pilotage. Si on regarde des exemples de mise en place pour vous montrer un petit peu comment ça peut se faire, là j'ai pris 3 exemples d'une société que j'ai accompagnée sur laquelle on a identifié 3 secteurs différents qui voulaient améliorer et qui sont des secteurs très très différents. C'est pour vous montrer qu'à partir du moment où on est en mode projet, il peut y avoir des pilotes de la méthode que vous pouvez mettre en place à valeur d'exemple et aussi pour convaincre peut-être des organisations plus larges. Et en l'occurrence, ces 3 secteurs-là, il y avait par exemple un monoprojet. Donc là, on n'a pas du tout vu la dimension portefeuille, mais ça a été intéressant. Sur un seul projet. Sur un portefeuille de phase finale d'assemblage qui est assez identique à ce qu'on vous a montré ce matin. Et puis un autre portefeuille de production de structures qui mêle aussi la production et le projet. Et sur ces 3 secteurs, alors plutôt que vous donner des chiffres, bon, on peut toujours effectivement traduire par des chiffres. Moi, j'ai préféré, encore une fois, le côté humain et voir dans les organisations quels bénéfices ils en tiraient, eux, et un bénéfice qui est plus qualitatif aussi. En tout cas, c'est ce que j'ai choisi de vous présenter que quantitatif. Et par exemple, sur le projet R&D, l'intérêt de la méthode leur permettait notamment de vraiment piloter, c'est-à-dire d'imaginer quand il y avait un problème, les différents scénarios, les différents plans d'action qu'ils pouvaient mettre en place, et est-ce que ces plans d'action leur permettaient de tenir l'engagement final. Et donc, ça leur a donné de la crédibilité vis-à-vis du client du projet, en disant, ben voilà, on a tel problème. Aujourd'hui, c'est acté, on le sait. Et on a 3 manières de redynamiser les équipes, ou enfin redistribuer les ressources, ou séquencer la suite des opérations pour néanmoins sécuriser notre date de livraison. Et donc ça met un petit peu de maturité et de confiance dans les échanges avec le client, plutôt que de dire tout va bien, tout va bien, tout va bien, puis à la veille de livrer, ben, je suis désolé, on est tombé avec votre produit dans les escaliers, on a 6 mois de retard. Hein. Vous n'allez pas nous croire, mais je vous dis ça parce que c'est une anecdote que j'ai vécue en microélectronique. C'était la seule excuse que quelqu'un a trouvée, qui s'était cassé la figure avec les plaquettes dans les escaliers. Bon, on le fait une fois au client, mais en général, c'est assez limité. Un intérêt sur un portefeuille de projets, intérêt souvent mentionné dans les organisations métiers, où il y a de l'expertise métier, c'est de permettre aux métiers de se parler entre eux, parce que le projet fédère les métiers entre eux. Le projet, c'est une action vraiment transverse, et l'objectif, c'est que les métiers se passent justement ce relais. Et casser les silos et permettre de partager un objectif commun entre les métiers à travers le projet, c'est extrêmement structurant. Et ça permet effectivement de changer des comportements et des relations entre différentes organisations. Le 3e exemple, donc, sur ce portefeuille de production de structure,
Là, ce sur quoi ils ont beaucoup insisté en retour d'expérience, c'était aussi sur la capacité à mieux préparer les tâches, c'est-à-dire à voir arriver la tâche qui allait, quelle est l'équipe qui allait récupérer le témoin et faire en sorte que cette équipe soit préparée. Et si vous avez déjà effectivement suivi une course de 4x100 en relais, vous aurez remarqué que celui qui récupère le témoin, il est chaud, il a même déjà commencé à courir alors qu'il n'avait pas le relais, et qu'il a basé son démarrage de course, non pas sur une date de calendrier ou en regardant sa montre, mais il l'a basé sur sa capacité à voir le relayeur précédent arriver et être sur le point de lui donner le relais. Et ça, c'est un changement de paradigme qui parfois est un petit peu difficile pour les équipes qui se disent, moi, je veux savoir quand est-ce que tu auras fini la tâche, donc tu me donnes une date. Moi, je veux savoir si c'est le 5 septembre ou le 28. D'accord ? Et là, on dit non, non. L'idée, c'est pas de savoir si c'est le 5 septembre ou si c'est le 28. On fera un compte à rebours, mais il faut que tu sois capable de prendre ce relais, le 5, le 10, le 15 ou le 28, peu importe. C'est pas la date qu'on va figer à l'avance qui sera pertinente, c'est plutôt la capacité à bien se préparer et à attraper le relais. Donc c'est quelque chose de très dynamique qui peut être perturbant, parce que les gens aiment bien parfois que ce soit au contraire très figé. Hein, figé, ça peut être rassurant, mais c'est aussi un bon moyen de gaspiller du temps. Et en projet, l'idée, c'est d'éviter justement de gaspiller dans les passages de relais. Voilà. Bon, je pense que le buffer est largement consommé, non? Ouais, voilà, bon. Il ne faudrait pas non plus que j'illustre ça par un gros retard. Donc, à la limite, le message sur lequel je voudrais conclure, c'est avant tout, il y a beaucoup d'exemples. Hein. J'ai fait pas mal de mises en place très très différentes, donc c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que finalement à chaque fois la méthode au départ théorique est la même, mais les mises en place sont à chaque fois différentes, notamment pour cet aspect très humain. Et c'est peut-être là-dessus aussi que je voulais conclure, c'est de dire que avant tout, la capacité d'écoute, d'adaptation, d'intégration des habitudes, bonnes ou mauvaises, des différents acteurs des projets et des comités de direction et des ressources et des acteurs est essentiel pour arriver à adapter la méthode à la problématique de terrain. Et une anecdote que je citais là et qui m'avait fait beaucoup sourire, quand j'avais présenté cette méthode-là, c'était une société belge, mais n'y voyez aucun clin d'œil. Je l'avais présenté déjà à un comité de direction qui m'avait dit ah ben, la méthode, en tout cas la théorie, est très séduisante et c'est effectivement ce qu'il nous faut parce que les constats que vous proposez sont ceux qu'on a aussi. Donc la méthode nous séduit vraiment. Allons-y. Par contre, quand vous allez présenter cette méthode-là au middle management ou aux ressources, vous allez faire un flop, ça ne va pas du tout passer parce qu'ils ne vont pas du tout être d'accord. Hein. Je dis, bon, bah, ok, organisons donc la présentation de la méthode à ce middle management, aux acteurs, aux ressources. Donc, on organise ça, je présente le truc, et là, ils me disent, ah non, mais ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est vraiment, ça nous fait envie. On sera protégé. On va être dans un univers focalisé, pas embêté, pas de multitâche, nickel. Mais présentez ça à la direction, vous allez vous faire exploser. Moi, j'ai dit, bon, ben, donc, bonne nouvelle. Alors, bonne et mauvaise nouvelle, la méthode, ça veut dire qu'elle s'adresse à toutes les composantes de l'organisation. Chacun a sa responsabilité, que ce soit le top management, le middle ou les ressources. On a tous, à notre niveau, quelque chose à faire de différent pour que le système marche mieux. C'est l'intérêt aussi et la force du collectif. Voilà. Merci Isabelle. Alors, merci Isabelle d'abord parce que prendre le dernier slot, bon, je sais que vous êtes tous motivés parce que vous savez que maintenant il y a le cocktail dans l'atrium et que ça c'est sympa. Mais bon, c'est pas facile et tu as bien fait. Une petite chose que Christine ne vous avait pas dit ce matin. Le patron d'Airbus était venu à l'AG de la société, l'Assemblée Générale.
parce que bon, c'était des résultats qui étaient juste pas normaux. Et là, il y avait eu une belle explication de pourquoi on avait réussi. Et le consultant qui avait fait ça, il était super content. Il pensait que ça y est, hein, il allait avoir le compte Airbus, c'était bon pour lui. Rien. Rien du tout. Et le nombre de gens qui ont lu le livre de Goldratt, les livres de Goldratt, je crois que Goldratt, c'est un des livres de management les plus vendus dans le monde. C'est 7 ou 8 millions de copies. Le nombre de gens qui le mettent en place, 3 fois rien. Donc nous avons tenu cette année à faire venir à la fois Christine qui avait expérimenté chez elle et Isabelle qui en fait régulièrement pour vous dire que si les gens ne le font pas, c'est pas que ça marche pas. C'est juste que c'est inconfortable. Ça tombe bien, vous êtes des entrepreneurs, la vie n'est pas confortable pour vous. Vous avez toujours besoin de bouger, c'est comme ça. Donc, bonne nouvelle, vous avez un moyen de faire bouger les autres et qui va être bénéfique pour tout le monde. Bénéfique pour votre société, mais bénéfique pour ceux qui travaillent avec vous, qu'ils soient des clients, des fournisseurs ou vos salariés, parce que on arrête le chaos. On arrête de partir dans tous les sens. Bon, donc on espère vous avoir convaincu un peu plus. Là, comme ça, entre vous, là, qui se dit que cette année, il pourrait essayer ça? Ok. Bon, ben, l'année prochaine, on fera un Rex. Attends, on va faire une photo là. Bon, merci à tous. On va essayer de refaire le séminaire d'été. Donc l'année prochaine, ce sera à peu près aux mêmes dates. Donc notez-le dès maintenant. Mais surtout, de faire le séminaire d'hiver. Donc restez attentifs. Probablement fin janvier, on va essayer de faire quelque chose. Je vous propose maintenant de passer dans l'atrium. Donc cette partie qui nous était interdite jusque-là parce que là, on va pouvoir enfin y aller et on vous y offre un cocktail.